Le métier de professeur, tout le monde le connaît. Notre propre parcours d'enfant, puis celui de nos enfants sont jalonnés de profs, tels des repères dans le temps, mais aussi des repères dans l'accès aux multiples savoirs dont ils sont les garants. Le professeur exerce un métier qu'il a choisi, il l'exerce avec rigueur et compétence, mais avant de se fondre dans l'entité enseignement, les profs sont des femmes et des hommes formidables, des bâtisseurs aux multiples facettes. Je suis Christophe Salomé, professeur des écoles depuis une trentaine d'années, et depuis 15 ans, je me promène d'école en école en tant que maître remplaçant. Je découvre régulièrement des personnes qui ont des choses à raconter, des personnes qui font, des personnes qui ne sont pas juste des enseignants, des profs, etc. Dans ce podcast, je leur donne la parole. Qu'est-ce qui leur a donné le désir d'enseigner? Quelles sont leurs valeurs, leurs passions, leurs attentes? Qu'ont-ils envie de partager? Prof, etc. Franck Rouillet est né à Angers, dans le Maine-et-Loire. Dès l'âge de 8 ans, il voulait devenir instituteur comme son maître de CE2. Il a concrétisé ce projet en devenant professeur des écoles en 2005, après avoir été prof de maths contractuel en collège. Franck habite Saint-Brévin-les-Pins, en Loire-Atlantique, et il est remplaçant dans le secteur de Donges. Franck est quelqu'un qui a besoin de changement et de nouveautés, et il a pas mal roulé sa bosse avant de devenir prof des écoles, et aujourd'hui encore, il alterne des périodes en classe, dans différentes écoles et dans différents niveaux, avec des périodes hors de la classe, en tant qu'animateur informatique ou conseiller pédagogique. Ce qui lui importe, c'est de donner du sens à ce qu'il fait. Passionné d'informatique, il a pu apporter son soutien à des associations, mais aujourd'hui, il s'est orienté dans le développement d'outils informatiques pour les élèves. Franck a notamment développé une version LibreOffice des écoles, adaptée pour les élèves de la maternelle au CM2, mais ce qui monopolise son énergie aujourd'hui, c'est un projet de plateforme de dictée qu'il développe avec un de ses collègues pour accompagner l'apprentissage de l'orthographe. Franck, vous l'aurez compris, aime les défis, et je lui en ai trouvé un, aujourd'hui, qui consistera à répondre à mes questions. Franck Rouillet, bonjour. Bonjour. À quelle heure vous êtes-vous réveillé ce matin et qu'est-ce que vous avez pris au petit déjeuner? Alors ce matin, j'ai fait la grasse matinée comme on était samedi, donc je me suis levé à 8h. Et au petit déjeuner ce matin, comme c'était le week-end, j'ai pris un café comme d'habitude, mais là j'ai pris un peu de brioche. Quel regard portez-vous sur votre enfance, Franck? J'ai l'impression d'avoir eu une enfance assez heureuse. J'étais le petit dernier de la famille, j'avais 2 frères, et puis j'ai l'impression, oui, d'avoir eu une enfance heureuse, tout s'est bien passé. J'avais la chance de ne pas avoir trop de difficultés à l'école, donc j'ai pas l'impression d'avoir tellement travaillé scolairement. Et puis ça fonctionnait, donc j'avais du temps pour les loisirs, pour les copains et pour tout ça. Donc oui, j'en garde un bon souvenir, un très bon souvenir même de l'enfance. Prof, etc. Quel est votre meilleur souvenir en tant qu'élève? En tant qu'élève, je crois que j'avais bien aimé, moi c'était mon instituteur de CE2. C'était un jeune instituteur, il commençait dans le métier et il devait avoir des pratiques qui changeaient un peu des enseignants que j'avais eu jusqu'alors et que j'avais eu après, qui étaient plutôt de la vieille école. Lui, il était capable d'arriver en classe le matin, il disait pas un mot, il se mettait à mimer quelque chose au tableau, puis après il nous disait d'écrire ce qu'on avait compris de son histoire qu'il avait mimé au tableau. Et c'était des fois, il commençait sa journée comme ça, donc il arrivait à trouver des petites choses qui surprenaient, donc moi j'aimais bien ça. Plus tard, vous avez été quel genre d'adolescent? Un adolescent, je ne sais pas trop. On va dire qu'à l'école, à des moments, je commençais à m'ennuyer un petit peu vers la fin du collège, le lycée, donc j'étais peut-être pas très participant en classe. Je préférais finalement réviser tranquillement à la maison, puis je préférais être avec les copains. Avec les copains au lycée, c'est vrai que j'ai l'impression d'avoir passé plus de temps au bar à jouer au baby-foot que dès que je pouvais, plutôt que de faire mes leçons. Et puis, oui, j'aimais bien être avec les copains et un peu moins passionné par l'école à ce moment-là. Quand il y avait besoin de travailler, du coup, je m'y mettais un petit peu tout seul le soir, avec les notions que je me disais qu'il fallait que je travaille pour le bac.
En quoi ces périodes de l'enfance et de l'adolescence ont influencé votre carrière et le parent que vous êtes aujourd'hui? Bah, je crois que l'envie d'enseigner, du coup, je l'ai eu justement avec cet instituteur de CE2. Puis je m'étais dit que je serais enseignant et que j'avais envie justement de faire apprendre les élèves et puis tout ça dans la bonne humeur. Et puis bah le fait d'avoir travaillé aussi après un petit peu dans le privé, dans une société informatique où je faisais beaucoup d'heures, où des fois je savais plus trop pourquoi je travaillais, si c'était pour juste rapporter plus d'argent avec un projet qui rapportait de l'argent, tant pis s'il n'était pas bien terminé. Le fait de me retrouver ensuite professeur, d'avoir plus le temps, d'avoir la liberté de préparer mes cours aussi bien que je le souhaitais, bah, ça m'a fait prendre du temps et puis ça m'a fait aussi me poser un petit peu et puis d'avoir du temps pour être à la maison et m'occuper des enfants. Et je pense que je suis quelqu'un qui est passé un papa qui a passé pas mal de temps avec ses enfants finalement à jouer. Moi, je me souviens quand ils étaient bébés, je m'asseyais dans leur chambre et puis j'étais capable de passer une demi-heure assis à jouer avec eux tranquillement. Et j'aimais bien avoir ce temps libre-là. Alors il y a quelques années, vous avez créé le compte Twitter Vue en remplacement, et depuis 3 ans, vous m'avez fait confiance pour prendre la suite. Comment vous est venue cette idée de tweeter à propos de ce que vous pouviez observer en remplacement? Alors bah, en fait, c'est que je reprenais la classe après 4 ans d'animateur informatique, d'animateur TIS. Et j'avais envie justement de me promener un petit peu partout pour voir ce qui se faisait. Et j'avais obtenu le CAFIPEMF pour être maître formateur pendant mes années d'animateur TIS, puisqu'il nous demandait de le passer. Et donc c'est vrai que j'avais pas mal lu de théorie et j'avais envie de me remettre vraiment dans la pratique, puis de voir les différentes pratiques des collègues. Et en fait, pendant ma première année de remplacement, ben, j'avais l'impression j'enchaînais que des cours remplacement et j'avais l'impression, chaque fois que j'arrivais dans une classe, de voir un petit peu ce que le collègue avait mis en place d'avoir envie de piocher ses idées pour me dire, bah, quand j'aurai ma classe, finalement, c'est cette idée-là que j'ai envie de reprendre dans ce que j'ai vu aujourd'hui. Et au bout de quelques semaines, je m'étais fait la remarque que, tiens, je me donnais le petit défi tous les jours de trouver une chose qui m'intéressait dans la pratique de classe du collègue que je remplaçais. Et puis je commençais à me les noter sur un petit cahier, c'était pour moi. Puis bah, au bout d'un moment, je me suis dit, bah, finalement, autant partager ça. Et comme je connaissais pas trop Twitter, bah, je me suis inscrit et puis j'ai commencé comme ça à mettre les idées qui me plaisaient, que les collègues mettaient en place dans leur classe. Bah, c'est un beau projet parce que c'est un compte qui est bien suivi aujourd'hui. Bah, c'est vrai que du coup, quand j'ai arrêté d'être remplaçant, parce que j'ai été remplaçant une seule année, puis ensuite, il y avait un manque au niveau de l'équipe numérique dans le département où j'étais. Il manquait un conseiller pédagogique qui était parti à la retraite. Donc du coup, j'ai arrêté ma période de remplacement. Et donc, bah, c'est là où j'ai cherché quelqu'un pour prendre la suite. Et puis, ça a permis que le compte continue. Et puis finalement, quand je suis revenu remplaçant, eh ben, je me suis rendu compte que j'avais moins cette envie. Elle avait changé. Là, j'étais parti sur un autre projet qui était justement de faire un logiciel de dictée. Et j'avais envie de m'y consacrer plus sur mon temps libre. Et j'avais pas envie de multiplier les autres petits projets à côté. Donc c'est pour ça que j'avais pas forcément envie après de reprendre ce compte-là, de continuer à tweeter là-dessus. Alors justement, aujourd'hui, vous consacrez beaucoup de temps et d'énergie à votre projet, la boîte à dicter. En quoi ça consiste? Bah en fait, c'était parti du constat quand j'étais animateur informatique que je l'ai vu se développer là. J'avais commencé à être animateur informatique dès ma deuxième année finalement d'enseignement. Comme je venais du monde de l'informatique, j'avais des compétences techniques. Puis à l'époque, bah, les animateurs informatiques, fallait aussi qu'ils aient des compétences techniques sur les ordinateurs. Ça a un peu changé depuis. On est plus dans la formation et l'accompagnement des enseignants. C'est les mairies qui ont pris un peu plus le côté technique à leur charge. Et je me rendais compte qu'en fait, on avait beau amener du matériel, proposer des solutions, bah, le côté logiciel jouait quand même beaucoup pour les enseignants, pour les aider dans leur pratique avec les élèves. Et étant programmeur informatique, bah, des fois je me disais, ah, il manque un petit truc là qui permettrait d'utiliser vraiment le numérique à bon escient. Donc bah, voilà, il y avait des aides numériques qui pouvaient être proposées aux élèves
pour qu'il puisse se débrouiller un peu tout seul ou qu'il puisse s'améliorer, qui manquait. Et puis même aussi pour aider l'enseignant. Et puis donc, je gardais toujours en tête des petites idées de logiciels. J'en faisais des toutes petites qui me demandaient pas beaucoup de temps. J'avais fait aussi la version LibreOffice qui était pour dire, c'est quand même dommage d'avoir des traitements de texte avec synthèse vocale où le traitement de texte est capable de lire tout ce que l'élève écrit. C'est dommage de ne pas avoir une interface simplifiée, de le mettre dans les mains des enfants dès la maternelle, en CP, en CE1, parce que ça peut leur être utile. Donc je faisais des petits développements comme ça. Et puis un jour, j'ai rencontré un collègue sur Saint-Nazaire, on se connaissait déjà, mais qui lui aussi était ancien informaticien et qui s'était mis à faire un projet de logiciel. Et puis on a discuté un petit peu sur ce qu'il faisait. Et puis finalement, on s'est mis d'accord qu'on avait envie de programmer ensemble sur une nouvelle technologie qu'on maîtrisait pas trop pour que ce soit... Maintenant, c'était pas les technologies sur lesquelles je développais quand j'étais dans ma société informatique. On est plus orienté Internet maintenant. Et puis du coup, à force de discussions et de projets, on était parti sur des projets de production écrite. Et puis finalement, on a dévié vers les dictées. Et là, en fait, on s'est rendu compte qu'en creusant, on avait vraiment beaucoup de choses à faire. Pour proposer aux enseignants un outil qui leur permettrait justement d'améliorer leur séance d'orthographe avec les élèves pour que les élèves puissent acquérir des notions d'orthographe un peu plus simplement. On pense que l'outil numérique, ça peut les aider pour ça. Mais en fait, on se rend compte que c'est du travail. On pensait s'y mettre juste pour 3 mois, pour 6 mois, et puis ça doit faire 5 ans qu'on est dessus. On travaille pas tous les jours dessus, pas tous les mois. Il y a des fois des années où on n'a pas travaillé dessus, on était pris sur autre chose. Mais c'est un projet qui dure, puis qui commence à s'accélérer là parce qu'il commence à y avoir du monde qui l'utilise. Prof, etc. Alors cette boîte à dictée concerne les élèves de quel cycle ? Alors au début, comme on était surtout des enseignants de cycle 3, plutôt CM1, CM2, on l'a fait pour nos élèves. Et puis on s'est rendu compte, là, pendant le confinement, on était à peine prêt au moment du confinement. Donc vers la fin du confinement, on l'a lancé, mais il y avait encore des petits bugs. On s'est rendu compte qu'en fait, il y avait des élèves de CP, des enseignants de CP qui étaient très intéressés, mais aussi de 3e. Et que finalement, là, tout notre travail en ce moment, c'est d'essayer de faire une ergonomie qui puisse correspondre à des élèves de CP jusqu'à la 3e. Pour travailler les dictées, vu qu'au brevet des collèges, ils ont toujours la dictée. Et on se dit que nos aides qu'on préparait pour nos élèves de CM1, CM2 peuvent très bien convenir au 3e. Et puis que pour les CP, on peut en proposer d'autres qui soient adaptés. La dictée est parfois un exercice qui a du mal à permettre la différenciation. Est-ce que vous avez trouvé des parades à cet obstacle ? C'est là où l'outil informatique peut être utile. Quand en classe, on fait la dictée traditionnelle qu'on connaît, l'enseignant qui dicte et puis les élèves qui écrivent, le pauvre élève qui déjà écrit plus lentement que les autres, pour lui, il se concentre juste pour essayer de ne pas rater et être au bon moment en ce que l'enseignant dit. Des fois, il a même 2 phrases de retard, il a les 2 phrases dans sa tête, il ne peut pas se concentrer sur son orthographe. Donc, il y a des dictées à trous, il y a différentes sortes de dictées qui existent, mais ça demande à chaque fois un peu de temps de préparation à l'enseignant. Et puis, pour les élèves, c'est plus ou moins simple de le faire. Alors que le logiciel, ça permet de se dire, toute la classe travaille sur le même texte de dictée. Il y a des élèves qui pourront réécouter ce qu'ils ont écrit, pareil avec la synthèse vocale, pour se dire, l'enseignant a dicté telle phrase, mais finalement, moi, ce que j'ai écrit, c'est pas les bons sons que j'entends. Donc, il arrive un peu mieux à identifier les erreurs de son qu'il a fait. Et puis, il peut écouter à son rythme aussi. Il peut réécouter 3 fois s'il a envie la dictée pour avoir le temps de l'écrire. Et puis, après, par exemple, lorsqu'on demande aux élèves de vérifier les accords sujet-verbe, il y a les élèves qui n'arrivent déjà pas à identifier le verbe dans la phrase. Là, l'outil informatique peut leur dire, attention, regarde, le verbe est ici, le sujet est là. Par quel pronom est-ce qu'on peut le remplacer, ce sujet-là ? Donc maintenant, on va réfléchir à la terminaison et regarde s'il y a besoin, on t'affiche la terminaison des verbes du premier groupe à l'imparfait, par exemple. Donc il peut avoir toutes ces aides à disposition pour l'aider dans la dictée. Et puis ensuite, pour les moments en classe, l'enseignant, il peut aussi projeter au tableau, finalement, une fois que la dictée a été faite, toutes les propositions de mots qui ont été écrites par les élèves sur leur ordinateur pour cette dictée-là. Et là, il y a le débat qui commence en classe, à se dire, alors pourquoi est-ce qu'il y a des élèves qui ont écrit ENT à la fin, alors qu'il y en a d'autres qui ont écrit S ? Et c'est ces échanges-là qui vont faire qu'ensuite, l'orthographe va s'améliorer pour les élèves. Ils vont prendre conscience des petites subtilités orthographiques.
Et donc en classe, les élèves font cette dictée à des moments différents sur des tablettes, des ordinateurs. Comment ça se passe? Ben oui, ils peuvent faire ça justement. Donc, il peut y avoir aussi plusieurs groupes d'élèves. Il y a certains élèves qui vont faire toute la dictée avec 6 phrases, il y en a d'autres qui feront que 3 phrases, et puis il y en a d'autres qui feront 3 phrases, mais avec des dictées à trous dans lesquelles ils ont juste quelques mots à compléter ou quelques mots à choisir parmi des propositions, une sorte de QCM pour les dicter. Donc l'enseignant, il a tout ça à disposition, mais il peut aussi choisir, s'il veut, de ne pas faire les dictées aux élèves sur ordinateur, il peut les faire juste sur papier, puis un seul élève à l'ordinateur, et puis après, on discute de ce qu'a écrit cet élève-là au tableau en réfléchissant tous ensemble, et les élèves comparent finalement ce qu'ils ont écrit sur leur feuille avec ce que l'élève a écrit au tableau, et ça permet de lancer le débat. Quand est-ce que vous avez ri aux larmes pour la dernière fois et pour quelle raison, Franck? Oh, alors c'est peut-être avec ma fille qui a 8 ans et qui a toujours un bon mot. Alors je saurais pas lequel c'était la dernière fois, mais je pense que ça a sûrement été par une remarque de ma fille en fait, qui a souvent une manière de percevoir les mots qui est spéciale. Elle est capable de se tromper d'un mot pour un autre et des fois ça fait des situations cocasses parce que le mot n'a rien à voir avec celui qu'elle voulait dire, c'est juste qu'il y avait des sonorités qui ressemblaient. Et le fait qu'elle dise ça, c'est vrai que des fois ça nous fait bien rire parce que ça change complètement le sens de sa phrase et je pense que c'est ça la dernière fois. Mais j'ai plus l'exemple en tête. Bref, etc. Pouvez-vous me citer un moment préféré de votre journée, qu'il soit professionnel ou plus personnel? Alors professionnellement, quand je suis remplaçant, j'aime beaucoup le matin lorsque je prends mon petit café avant d'aller au travail, spécialement les jours où je ne sais pas où je vais aller en remplacement. J'aime beaucoup ce petit temps calme en me disant, bon, faut que j'en profite parce que là, on va me téléphoner dans 10 minutes et je ne sais pas si je vais aller en petite section, en CM2, loin de la maison, juste à côté avec des élèves que je connais, que j'ai déjà eu, que je suis finalement certains élèves depuis 3-4 ans parce qu'ils sont dans une école où j'interviens souvent. Je les avais eus en maternelle, je les retrouve là en CE2 ou alors je vais découvrir des nouveaux élèves. Et j'aime bien ce petit moment-là, en fait, tranquille, où je ne sais pas ce qui va se passer dans la journée et de me dire, bah voilà, j'ai rien d'autre à faire que de profiter de mon temps calme en attendant qu'on m'appelle parce qu'une fois que je serai appelé, là, par contre, ça va s'accélérer dans la journée. Quelle valeur a aujourd'hui le plus de sens pour vous? La valeur qui a le plus de sens. C'est vrai qu'en classe, avec les élèves, je parle beaucoup de respect, de se respecter les uns les autres, de respecter le travail des uns des autres, de respecter les difficultés des autres, lorsque pour certains c'est facile, pour d'autres c'est difficile. J'ai l'impression, à m'entendre en classe, que je parle beaucoup de cette valeur-là, en fait, de la valeur du respect, de respecter chaque individu et essayer d'agir en fonction de ça. Quel mot, selon vous, compléterait le mieux le mot enseigner? Moi, j'aime bien partager aussi avec les élèves. Je pense que c'est un mot qui me correspond bien parce qu'à des moments, voilà, il y a des leçons quand je remplace un collègue, je suis le manuel qu'il utilise en classe et tout. Mais j'aime bien les petits moments de partage où on prend 10-15 minutes pour partager, échanger sur un sujet en particulier, sur une idée qu'un élève a eue ou quelque chose, et on échange dessus. C'est quelque chose qui me plaît assez et que je fais à tous les niveaux finalement, du CP au CM2. Quelle compétence ou capacité qui vous rend bien des services dans votre vie vous rend un peu fier? Alors je crois que ce qui m'a rendu le plus service, ça doit être une capacité d'adaptation à la situation, à une situation qui était pas prévue finalement. Parce que du jour au lendemain, voilà, j'ai été catapulté
Par exemple, le conseiller pédagogique départemental, je me retrouvais en face des IUN, des inspecteurs, en face de personnes dans les mairies importantes qui préparent l'équipement informatique, et puis je devais assumer le rôle de celui qui proposait au niveau départemental, alors que je n'étais pas du tout préparé. Et puis finalement, cette capacité d'adaptation, c'est celle que je retrouve aussi dans une classe, lorsque j'arrive pour un nouveau remplacement et que je n'ai aucune idée de comment la journée va se passer, en fonction de la manière dont il travaille en classe, du niveau de classe, de l'ambiance des élèves entre eux, de tout ça. J'essaie de m'adapter le plus possible, pour essayer qu'il y ait des apprentissages derrière. Si vous pouviez vous mettre dans la peau de quelqu'un d'autre, vivant ou mort, pour une journée, vous choisiriez qui ? Là, je sais pas. Mais c'est vrai que des fois, je me dis que les personnes politiques, donc par exemple le président de la République en ce moment, il a tellement de choses à faire, tellement de dossiers à gérer, que je ne sais même pas comment il peut réussir à tout faire. Et des fois, ça me permet de me dire que moi, mon petit niveau, finalement, les choses que j'ai à faire, je dois bien être capable de me laisser, alors que mes journées, j'ai l'impression parfois de ne pas avoir de temps libre. Si le président arrive à des moments à avoir quelques loisirs, je dois bien être capable, moi aussi, de me trouver une demi-heure pour faire quelque chose qui me tient à cœur. Et de me dire, justement, j'aimerais bien voir comment il fait pour gérer tout ça en si peu de temps, tous les dossiers qu'il a à gérer. On peut dire Franck président, alors. Non, pas du tout, parce que ça me plairait pas du tout. C'est plutôt le fait de me dire que s'il arrive à gérer autant de choses et autant de dossiers à la fois, et pour autant réussir à vivre quand même, pourquoi est-ce que des fois, moi, je me sens pris par le temps, alors que finalement, tout ce que j'ai à gérer, je dois pouvoir le faire tenir plus facilement dans ma journée et que j'arrive à plus me libérer du temps pour des choses qui me tiennent à cœur. Prof, etc. Comment définissez-vous le succès ? Alors ça doit être une notion assez personnelle en fait. C'est quand, pour moi, c'est quand je suis satisfait finalement. Je suis arrivé là où je voulais arriver. Et finalement, il y a un retour de l'extérieur, ça fait toujours plaisir, mais des fois je suis très content, très satisfait, même si j'ai pas de retour extérieur. Et pour moi, voilà. Il y a des journées de classe que j'ai l'impression d'avoir été un succès parce que je me dis rien que cette journée-là, ça peut marquer aussi certains élèves pour un moment. Et c'est un petit succès que je me donne à moi-même. Ou alors quand justement les applications, les logiciels où je suis pendant des heures, la nuit, le soir, sur des lignes de code, finalement je me rends compte que ça peut aider d'autres enseignants qui me font un petit retour, même s'il n'y en a pas beaucoup à certains moments. Le fait d'avoir un petit retour positif, ça me fait plaisir et je me dis, voilà, c'est aussi pour ça que j'ai travaillé. Qu'est-ce que vous vous souhaitez pour les 2 prochaines années ? Je vais me souhaiter de continuer à prendre du plaisir tous les jours dans ce que je fais. Et puis, alors il se trouve que professionnellement, jusqu'à maintenant, j'ai jamais réussi à tenir plus de 4-5 ans à faire la même chose, parce qu'au bout d'un moment, je sentais que mon plaisir diminuait, que j'avais un peu moins de motivation, et à ce moment-là, il fallait que je fasse autre chose. Donc là, de me dire, je vais regarder ce qui va se passer pour les 2 prochaines années, et que j'ai le courage aussi, si je sens que mon plaisir diminue, de me remettre encore une fois totalement en question, et de repartir sur autre chose, professionnellement, pour voir d'autres choses. Ou alors si j'arrive à garder le même plaisir finalement plus longtemps en étant remplaçant, parce que là ça fait 3 ans de suite que je suis remplaçant, j'attends de voir si justement je suis capable, avec le renouvellement qu'il y a régulièrement, de garder le plaisir d'arriver dans une classe et puis d'enseigner. Merci Franck d'avoir accepté de participer à Prof, etc. De rien, merci aussi à toi de m'avoir invité, ça faisait plaisir. Vous trouverez le lien pour accéder à la boîte à dictée en description de cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner à Prof, etc. sur les plateformes de diffusion, Spotify, Apple Podcast, Deezer par exemple. Si vous souhaitez m'aider, vous pouvez m'offrir 5 étoiles sur iTunes ou sur Apple Podcast, ainsi que vos commentaires. Et si vous avez envie de partager votre côté, etc. avec les auditeurs, écrivez-moi sur Twitter ou sur la page Facebook de Prof, etc. À vendredi.